L'agroforesterie en Wallonie, la question est posée de savoir effectivement s'il y a de la place pour ces arbres en champ et quelles pourraient être les opportunités dans chaque exploitation. Finalement, je pense qu'à la ferme, il y a au cas par cas un raisonnement logique à faire et de trouver la bonne pertinence de ces arbres. Imaginons une situation de pâturage avec du bétail. Il est certain que beaucoup d'agriculteurs sont conscients que ces haies peuvent faire de la protection, notamment de la protection pour le bien-être du bétail qui sera en meilleure santé et qu'à partir de là nous aurons des rendements meilleurs aussi dans ce qui est de rapport lait-viande en rapport à cela. Non seulement l'animal en profite mais également l'herbe et donc il y a toujours à raisonner la bonne structure et la bonne composition de la haie, par exemple, une haie brise-vent, en fonction de l'orientation. Ici le soleil est dans cette direction. Nous avons les vents dominants sud-ouest, et bien on remarque que cette haie peut faire une belle protection pour ce qui est de l'arrière, notamment en plein été d'avoir de l'ombrage, mais d'avoir aussi des vents dominants très humides à des températures plus ou moins faibles de moins de 4 degrés. Ce serait intéressant d'avoir également cet écran brise-vent. Il va sans dire qu'on a aussi par-ci par-là dans des régions eu la culture de l'arbre, entre guillemets, à la ferme, et notamment avec le peuplier, on se rend compte que par-ci par-là, on a implanté ce peuplier pour être des rideaux d'alignement qui étaient aussi des brise-vents, mais là on cherchait également un revenu ligneux, autrement dit la vente de bois d'œuvre, de bois de grume à plus ou moins brève échéance. Cela s'entend puisque pour les arbres, il faut en général attendre 40-50 ans, mais pour le peuplier, c'est après 20-25 ans qu'il y avait des possibilités de récolte de bois et de valoriser ce bois. Ce que je trouve génial avec l'agroforesterie, c'est qu'on peut avoir plusieurs objectifs à la fois. On peut avoir à la fois un objectif économique, un objectif social et un objectif environnemental. On met tout ça ensemble et on arrive à des résultats absolument prodigieux. Alors, un exemple, donc pour l'aspect économique, eh bien, vous plantez dans la terre agricole, sur la terre agricole, des arbres qui vont avoir une valeur importante dans 50, 60 ans. Et vous continuez à faire de l'agriculture. Donc, au lieu d'avoir uniquement 1 hectare de terre agricole, vous allez pouvoir produire l'équivalent de 0,85 hectares de terre agricole, donc un peu moins d'agriculture parce qu'il y aura un peu d'ombre, mais aussi 0,75 hectares de sylviculture. Donc vous aurez l'équivalent de 1 hectare 60 de production. Donc 60% de plus en biomasse que sur une simple terre agricole. Donc au point de vue économique, c'est très intéressant. Un autre point intéressant du point de vue économique, c'est qu'en plantant ces haies, vous allez diminuer la vitesse du vent et vous allez diminuer l'érosion qu'il y a sur ces terres agricoles. Ça, c'est extrêmement intéressant. Au niveau de l'agroforesterie, le système qui a été le plus utilisé dans nos régions, c'est la prairie pâturée, c'est le verger pâturé. Donc le verger pâturé a toujours été une forme traditionnelle d'adaptation d'une forme d'agroforesterie où on associait une prairie et des arbres qui donnaient des fruits. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'on en a fait des vergers. Bien souvent, ces prairies vergers étaient des vergers plutôt que des prairies où on plantait beaucoup trop serré, on plantait à 10 mètres. Et finalement, ça devenait un couvert d'arbres qui nuisait à la prairie. Donc on va vers des systèmes où on pense à laisser beaucoup plus d'espace entre les arbres, faire peut-être des lignes plus espacées, parce qu'il y a aussi les charrois agricoles qui sont beaucoup plus importants, donc il faut qu'on puisse passer, débouser, etc. Et donc faire peut-être des lignes de 12-15 mètres entre les différentes lignes, et peut-être serrer un peu plus dans la ligne. À ce moment-là, c'est plus rationnel. Ou faire les pourtours de vergers, enfin ou de prairies. Donc le verger pâturé, pour moi, c'est l'idéal de l'agroforesterie chez nous. Par contre, remettre des arbres dans les terres de culture, là, ça demande de l'expérimentation. Ça se fait dans les pays, en France, etc. Il y a des expériences tout à fait favorables, mais on n'a pas assez de recul pour l'instant. Il faudrait faire de l'expérimentation et mesurer un certain nombre de paramètres pour justement quantifier la plus-value d'un système mixte par rapport à un système qui n'est pas mixte. Mais ça demande encore, je pense, de l'expérimentation avant de se lancer, tête baissée dans ce genre de choses. Mais c'est mon avis. Donc de toute façon, il n'y a pas qu'une raison qui peut motiver aussi cette agroforesterie. Ça peut être aussi la tenue de sol. C'est également aussi dans d'autres cas
un raisonnement de qualité d'eau, de tenue de sol, effectivement, mais aussi de biodiversité. Ça va sans dire qu'on peut avoir de ci, de là, ces éléments agroforestiers qui peuvent valoriser ce qu'il en est, le paysage, des formes et des couleurs différentes. Mais je dirais, en tant que forestier, c'est qu'il y a peut-être intérêt dans ces éléments agroforestiers de valoriser des récoltes, des produits. Produits ligneux, produits bois d'œuvre effectivement, mais aujourd'hui par exemple la biomasse. Quand on parle de biomasse, la plaquette est bien sûr un plein développement actuel qui fait qu'il peut y avoir des filières de proximité dans lesquelles on pourrait avoir ce bois énergie en développement collectif ou privé, et à partir de là, des chaufferies collectives dans des quartiers pourraient être, je vais dire, approvisionnées par ce qui est de la récolte et du recépage, comme on dit, autrement dit, du rajeunissement de ces éléments agroforestiers. Il est certain aussi qu'il y a la bûche, qui est ce bois de feu très à la mode actuellement, et qu'il y a des débouchés, y compris à la ferme, car on a encore beaucoup de fermes dans notre monde rural qui ont un foyer ou deux de chauffage au bois. Et au prix du mazout actuel, on peut considérer qu'il s'agit de bénéfices sociaux de proximité qui peuvent être alimentés effectivement. C'est tout à fait possible de produire du bois de très bonne qualité en agroforesterie. Donc on doit choisir des espèces qui sont en général feuillues, qui sont des essences précieuses et aussi des essences à couvert léger pour avoir suffisamment de lumière au sol pour l'agriculture. Alors on a toute une série d'essences forestières qui peuvent convenir et que l'on va choisir selon l'endroit où on se trouve, donc selon l'altitude et selon la qualité du sol. Alors sur des sols assez mouilleux par exemple, on plantera de l'aune. Sur des sols plus frais et donc un peu plus secs, on va planter du merisier, on va planter de l'alisier, on peut planter de l'érable, on plantait du frêne, mais on ne le fait plus maintenant à cause de la maladie, donc la calarose du frêne. On plante du noyer par exemple, ou encore du peuplier. Donc ce sont toutes des essences qui peuvent être valorisées de façon tout à fait intéressante, avec lesquelles on peut faire de la menuiserie de très bonne qualité, on peut faire du tranchage ou du déroulage aussi selon les essences. Donc comme on aura peu d'arbres à l'hectare, donc la législation belge nous oblige à planter un maximum de 50 arbres à l'hectare pour que ça reste une terre agricole et que l'agriculteur puisse continuer à bénéficier des primes agricoles, etc. Avec 50 arbres à l'hectare, ce ne sont que quelques arbres sur lesquels on va concentrer tous les soins d'élagage par exemple, et donc on aura des arbres qui pourront être vraiment de très bonne qualité. Un petit point institutionnel, donc on est dans le programme européen LEADER. LEADER, c'est un programme qui est destiné à favoriser le développement des zones rurales partout en Europe. Il y a en Europe 2500 GAL, donc avec LEADER on crée des groupes d'action locaux et l'Europe invite ces différents groupes d'action locaux à faire des projets de coopération. Donc ici on est dans un projet de coopération qui réunit 3 GAL wallons, le GAL Pays des Condruzes, le GAL Racines et Ressources et le GAL de la Botte de Chimay, et 2 GAL français, le GAL des Cévennes et le GAL du Pays d'Armagnac. Et ces différents GAL ont réfléchi à un projet commun, un projet de coopération sur l'arbre branchant. Donc ce projet avait différents objectifs. Un, faire l'état de la question de l'agroforesterie au sein des différents territoires. Par exemple, ici, on a des dispositifs expérimentaux qui ont été installés au Centre des technologies agronomiques. Il y a des formes plus anciennes de pré-verger. Il y a en Haute-Ardenne, par exemple, également des formes intéressantes d'agroforesterie. Il y a tout ce qui existe dans le Gers, toutes les plantations d'arbres et paysages, toutes les parcelles expérimentales qu'on peut également retrouver dans la région de Montpellier, près du GAL des Cévennes. Donc voilà, tout ce projet, toutes ces initiatives, ces compétences, etc. ont permis de nourrir le projet. Et on s'est fixé différents objectifs. 1, on a mis à jour les connaissances les uns des autres. 2, on a réalisé des diagnostics en ferme, des diagnostics territoriaux. Donc on a réalisé des enquêtes. Sur base de ces enquêtes, on a réalisé des audits. Donc là, plutôt à l'échelle de la ferme ou des parcelles. Suite à ces audits, on a trouvé différents candidats
agriculteurs bien souvent, mais ça peut être également des municipalités, des institutions publiques qui avaient des terrains à disposition et pour planter des arbres en agroforesterie. Donc on a planté des vitrines et toutes ces vitrines, bien on les montre dans notre web documentaire qui est un peu entre guillemets l'aboutissement de ce projet de coopération. Un webdocu qui est l'outil commun, créé en commun, et un guide pour les techniciens agroforestiers. Voilà ce à quoi ce projet de coopération de plus ou moins 2 ans et demi aura abouti. Donc derrière moi, on a un brise-vent qui a été implanté il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Donc l'objectif au départ, c'était essentiellement l'aspect paysager, environnemental, la protection, donc l'effet brise-vent, la protection des cultures. Mais on avait aussi l'idée de faire de la production de bois d'œuvre dans ce brise-vent. Mais malheureusement, les arbres n'ont pas été entretenus. Et donc on s'est rabattu maintenant sur la possibilité de faire de la production de bois énergie, notamment sous forme de plaquettes pour des chaudières collectives. Donc il y a une première exploitation qui vient d'être faite il y a 2 ans sur 2 bandes de ce brise-vent qui en compte 5. Donc ces 2 bandes ont été coupées et déchiquetées en plaquettes. Et on a l'idée, je vais dire, de ne pas mettre à blanc complètement la haie, comme ça on peut profiter de l'effet brise-vent des 3 bandes qui restent. On attend maintenant que les 2 bandes exploitées reprennent un certain développement et on exploitera les 3 bandes suivantes. Donc au niveau de la production de bois, sur les 600 mètres de haie ici, en exploitant 2 bandes, on a fait 170 mètres cubes de plaquettes forestières, sur une croissance d'un peu moins de 20 ans. Un brise-vent fort diversifié au niveau des espèces, et donc ça n'avait pas été choisi dans une optique de production de plaquettes, donc on pourrait sûrement choisir des espèces qui ont une croissance plus rapide si on voulait maximiser la production de plaquettes. Ici maintenant on voit que les espèces, enfin les plantes qui ont été coupées il y a 2 ans, donc sont déjà en train de bien redémarrer de souche. Et donc dans 3 ans peut-être on fera l'exploitation des 3 autres bandes. Le projet consiste à alimenter le village en eau chaude via un réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, lui, il va être alimenté par une chaudière plaquette. Et la plaquette, eh bien, on va tâcher de la produire, nous agriculteurs, via nos terres agricoles, les bocages sur nos terres agricoles, mais aussi via les scieries locales, quoi. Donc le principe est de réimplanter des haies. On essaye de trouver le compromis idéal, je ne sais pas s'il existe, mais enfin, pour la production de plaquettes et pour la biodiversité. Donc ici, un des critères, c'était aussi d'implanter des essences mellifères. Donc là, on a implanté ici du sureau. Il y a du peuplier tremble, il y a du saule, il y a de l'aulne, et encore autre chose je pense, mais j'ai oublié. Et voilà, donc il y a 2 parties, 2 styles de terre disponibles, soit terre pleine mais accessible, soit terre humide, plus marécageuse, où là on choisira d'autres essences qui aiment plus l'humidité, quoi. Donc là ici ce qu'on voit, évidemment c'est la haie double rang. Par agriculteur ça représentera plus ou moins 5 km de haies à réimplanter, qui vont s'ajouter aux haies déjà existantes, mais qu'on va devoir retravailler un peu, parce que bon, il y a beaucoup d'aubépine, mais l'aubépine n'est pas très intéressante pour la production de plaquettes. Donc voilà, on va cogiter tout ça pour que ce soit le plus efficace possible et répondre aux deux principaux critères, la biodiversité et la production d'énergie locale, quoi. En tant qu'agriculteur, on est énormément exposé à la fluctuation des prix de l'énergie fossile, et donc c'est le point de départ de toute la réflexion du réseau de chaleur.
Et plus on a réfléchi en communauté, plus il est apparu évident que la production devait être effectuée par nos soins et en circuit court pour justement ne pas être lié au transport, au conditionnement qui demande toujours beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment pour ça qu'on est arrivé au projet de réimplantation de haies et donc de la production de plaquettes. Je pense que au niveau habitat, faune, flore, au niveau des fonctions que l'on regarde, au niveau du paysage, ce sont déjà des éléments intéressants et qui vont au-delà de celui-là encore, c'est celui de la fertilisation des sols, parce que le fait d'avoir la possibilité des haies que l'on taille à certains moments que pour pouvoir obtenir du broyat, du bois raméal fragmenté par exemple, eh bien, on enrichit certaines zones des parcelles agricoles en humus, enfin en carbone, qui, suite à sa décomposition par les champignons, amène de l'humus sur le long terme. Et également, donc, la partie moins visible de l'arbre qui est au niveau du sol apporte du carbone également au niveau des sols. Je pense que si quelques expériences réussies peuvent montrer sur le terrain très concrètement que ça se passe et que ça peut réussir, ça donne confiance. Et moi personnellement, ce qui m'a donné aussi confiance, parce que je ne peux exprimer que ce que je vous raconte là maintenant par le fait que moi, ce qui m'a donné confiance, c'est de rencontrer des gens, de me dire tiens, c'est possible, et voilà, sur le terrain, j'avance tout doucement.